Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 7, La loi du silence, deuxième partie. Ils avaient des relations. Il y avait le Parti socialiste, il y avait très bien avec le maire d'Auxerre, on était très bien. Alors on nous disait aussi qu'ils faisaient partie de la franc-maçonnerie et qu'ils étaient protégés par les francs-maçons. Donc ils avaient des appuis comme ça à l'extérieur. Donc ça leur donnait un sentiment de toute puissance et d'impunité. Ils se sentaient un peu tout permis, quoi. On est sur du viol, quand même. On est sur du viol par ascendant. La page, l'association, doit se positionner pour savoir ce qu'ils font. Personne ne doute que l'association doit représenter les intérêts de la jeune Nathalie qui a été violée et donc porter plainte ou se constituer partie civile. Eh ben, ce n'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, l'association, par un vote à la majorité, va décider finalement de ne pas se constituer partie civile, ce qui est quasiment un signal qui consiste à dire « Monsieur Charrier, on vous soutient ». La page est très habituée à cela. Elle porte pas plainte contre Émile Louis. On fait même une attestation de moralité. On porte pas plainte quand des jeunes femmes disparaissent. Eh bien, quand Pierre Charrier viole des gamines ou des jeunes fragiles qui lui sont confiés, bon, c'est pas bien grave non plus, et on dépose pas plainte. Mais on dépose pas plainte parce que peut-être on n'a pas envie qu'on aille fouiller, justement. Il fallait à tout prix préserver l'image de la page, qui gérait beaucoup d'établissements dans Lyon. Moi, j'ai été très scandalisée par le fait que la grande majorité des membres du conseil d'administration et de la page a pris position pour M. Charrier. Je pense d'abord ils avaient été tellement abasourdis, ils ne voulaient pas le croire, à la limite, M. Charrier, un personnage mythique qui avait créé tous les établissements, qui était un exemple pour tout le monde, c'était pas croyable. Il y a des salariés qui n'ont pas hésité à dire Monsieur Charrier, avec tout ce qu'il a fait, vous comprenez, c'est dommage ce qui lui arrive. Il y avait aussi beaucoup de parents et prendre position contre Monsieur Charrier, c'était courir le risque peut-être de perdre la place de leurs enfants dans les établissements et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc je pense qu'ils se sont un petit peu protégés aussi, en protégeant M. Charrier. On n'est qu'une petite minorité, peut-être une vingtaine, voire une trentaine, qui se sont mis du côté de la défense des personnes handicapées. J'ai été reçu par le juge d'instruction. On avait été cité par l'avocat de Pierre Charrier, pensant qu'on allait peut-être donner un témoignage très positif. Et à partir du moment où ils ont vu nos déclarations, c'est là qu'on n'a plus trop été bien vus. Après, on s'est senti surveillé. Qui vous receviez chez vous, on était vraiment très surveillé. Pendant l'instruction, la justice requalifie le viol en attentat à la pudeur sur personne vulnérable. Le 18 mai 1992, Pierre Charrier est jugé au tribunal correctionnel d'Auxerre. Charrier va se révéler être un immonde type. C'est-à-dire que sa seule ligne de défense va être « les handicapés ont des besoins sexuels, elle m'a cherché, donc j'ai rien à foutre là ». Il va être odieux, Charrier. Il a dit à son procès que il sentait une mission éducative pour lui faire son éducation sexuelle. En gros. Charrier est condamné. Il est condamné à 6 ans de prison. Ça paraît peu aujourd'hui, c'est un viol. Le viol était relativement peu considéré encore dans ces années-là.
Oui, on excuse beaucoup ces actes-là, et puis après tout, ce sont que des personnes handicapées. C'est pas ce que je pense moi, évidemment. C'est ce qu'on ressent quand on arrive dans ces dossiers. Ces jeunes filles handicapées, après tout, c'était pas bien grave. Est-ce qu'elles se rendaient juste compte de ce qu'on leur faisait? Mais oui, bien sûr qu'elles se rendaient compte, bien sûr qu'elles ont souffert, bien sûr qu'elles ont été violées. Et ça, c'en est trop pour un certain nombre de familles. Et c'est à ce moment-là que Madame Beaufumet, donc, qui était cuisinière dans la structure, et Pierre Monnoir ont créé l'association de défense des handicapés de Lyon. Je m'appelle Pierre Monnoir, j'ai été en 92 à l'initiative de la création de l'association de défense des handicapés de Lyon. J'ai été pendant plus de 15 ans auprès des familles des disparus. J'avais un frère qui était handicapé mental profond, ma mère ayant décédé en 85, j'ai donc hérité de mon frère. Très compliqué, plus âgé que moi, pas dans le circuit handicapé, donc très compliqué pour trouver un centre. Et puis j'avais entendu parler que la PHJH à Auxerre allait créer une maison d'accueil spécialisée justement pour des handicapés profonds. Et j'ai réussi à avoir une place à Augy. Pierre Monnoir, il est rentré au conseil d'administration de la Page. Dans un premier temps, il était très très bien vu. J'étais complètement indépendant. Je veux dire, je connaissais pas tout le contexte auxerrois, de Lyon, etc. J'étais naïf aussi. Après, ça s'est gâté dans la mesure où, effectivement, il n'a pas suivi la ligne du conseil d'administration. En 1993, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales dénonce de graves dysfonctionnements au sein de l'APAGE. Ce rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales tombe dans ma boîte aux lettres. Ce rapport met en cause Nicole Charrier et note une atmosphère très malsaine, rapportant que Nicole Charrier ne possède que très peu de compétences en matière de gestion. Il dénonce également une direction absente et incompétente qui met les usagers en danger. Donc, lors d'une assemblée générale de la PHJH, je parlais d'incompétence et je demandais qu'on exclue cette personne de la direction du foyer Gai de Soleil. Tollé général, menace de mort, suspension de séance. Bon, il y avait tout le staff de la ville d'Auxerre qui était là, du député maire. Il y avait beaucoup d'amis de Pierre et Nicole Charrier, etc. Et je me retrouve dans la cour, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai peut-être, vous savez, quand on démarre quelque chose et qu'on est naïf et innocent, je veux dire, par rapport aux perversités de tous ces gens-là. Et là, De Cuypers et Alain Drouin viennent négocier. En disant, bon, vous êtes un peu énervé, il faut être raisonnable, autrement on va porter plainte contre vous, ça va mener à rien, mais bon. J'étais, ah bon? Donc j'ai joué les imbéciles, j'arrive facilement à le faire. Ils ont cru qu'effectivement, ils m'avaient fait peur. Et donc, je commence à faire ma petite enquête, 92. Et il commence à avoir des rumeurs de disparition de jeunes filles. La mémoire revient à certains. Oui, on a entendu parler de ça, mais c'est des fugues, mais ça a été la police a été informée, etc. Donc voilà, bon, bref. Et des directeurs arrivent à prendre, Roger Delautre, d'autres directeurs, arrivent à prendre des photos, la nuit, des fameux dossiers. À partir du moment où j'ai su qu'il se passait des choses bizarres, j'ai commencé à discuter. C'est comme ça que j'ai appris par la secrétaire qu'il y avait eu des disparus. Roger Delautre, directeur de l'IME Gratterie de 1989 à 1993. Et j'ai dit, c'est pas possible. Elle dit, si, les dossiers sont dans les archives. Alors j'ai dit à la secrétaire, ne bougez pas, parce que je ne voulais pas la mettre dans le coup. Donc je suis allé dans les archives, j'ai trouvé des dossiers, et c'est là que j'ai vu un tel, où c'était marqué fugue, donc rayé des cadres, parce qu'elles avaient fugué.
Lorsqu'une personne en situation de handicap fugue, on la retrouve chez un copain, une copine, dans de la famille. La fugue dure peu de temps. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils quittent l'établissement, ils sont inquiets, presque aussitôt, parce qu'ils ne sont pas autonomes. Là, ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est totalement impossible. Impossible. Personne ne peut croire ça. Comment se fait-il que cet ancien directeur dont je disais qu'il est quelqu'un d'intelligent, qu'il est quelqu'un qui manie parfaitement le français, comment se fait-il que ce professionnel désigne du terme fugue ce qui est une disparition ? Ces recherches permettent de découvrir une autre disparition, classée comme fugue des années auparavant. Christine Marlot, 15 ans et demi, a disparu du foyer de Montmercy le 23 janvier 1977. Elle était scolarisée à l'IME Gratterie. Christine Marlot, c'est l'affaire surprise qui va apparaître beaucoup plus tard parce que personne n'a jamais déclaré sa disparition, donc elle ne figure pas dans les avis de recherche. Il se trouve que c'est une mineure et on voit que mineure ou majeure, on n'a pas entrepris plus de recherches que cela. Ils avaient bien une réalité, ces filles, et elles ont existé. Pierre Monnoir, il va commencer, mais tout bêtement, à interroger tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des disparitions ? Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Est-ce que vous avez mené une enquête ? À écrire au procureur, à essayer de se renseigner. J'ai rencontré des gens de la DAS, j'ai vu les conseillers départementaux, j'ai vu tous les politiques. J'avais été voir le président du conseil départemental, Henri de Rincourt. Le lendemain du jour où je suis allé le voir, lendemain, il disait, alors qu'il m'avait bien reçu, oui, on salit le département, etc. Moi, je dirais un mot, c'est dégueulasse. Enfin, quelqu'un de normalement constitué, je veux dire, on dénonce. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est un sentiment de révolte, je crois. Et donc ce silence des autorités, cette absence de collaboration totale, comme c'est un garçon qui ne se laisse pas faire, Pierre, ça va l'agacer. Et c'est ainsi que Monnoir décide de mener cette croisade à partir de 92 contre la page finalement, cherchant tous les angles d'attaque possibles et imaginables pour qu'on parle de la situation du handicap dans le département de l'Yonne. Il va tenter RTL, il va tenter la presse régionale, et c'est comme ça qu'ils font du bruit. Disait M. Petit-Colo, moi je crois qu'il n'y a que la presse qui peut faire quelque chose. Et donc c'est là qu'il a lancé son appel sur RTL. 95, j'arrive à passer à l'émission Les auditeurs ont la parole, d'Alain Cros. Je l'ai entendu, et à la suite de ça, j'ai entendu les réactions de Madame Charrier, qui a dit en gros, ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'il a, ce connard de Monnoir, enfin en gros, c'était ça son langage. 2 jours après, dans les jours qu'on suivit, le directeur de la DAS me convoque avec Madame Beaufumé, la présidente de l'époque. Ça durait une bonne demi-heure où il m'a menacé. Il appelait soi-disant de la part du préfet, peut-être, j'en sais rien, en me disant qu'il allait m'attaquer en diffamation, que c'était inadmissible, ce que j'avais dit, c'était des fantasmes. Je l'écoutais, Puis au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur de la DAS, c'est parfait, on va se retrouver au tribunal, comme ça on va pouvoir étaler sur la place publique un peu tout ce qui se passe, les dysfonctionnements chez vous, etc. On s'est levé, on est parti. Il nous rattrapait dans la cour. Non, mais attendez, il faut vraiment qu'on arrive à trouver... Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais vous l'avez dit, c'est bon, quoi. Voilà. C'est des gens qui savaient qu'il y avait des disparitions dans les centres. Quand même, c'est gravissime. Et puis, comme la rumeur sur ma soi-disant paranoïa, folie, machin, amplifiée, on sait pas, on cherche, perdu de vue. Puis il va finir par tomber sur moi, qui va lui dire « Vos disparus, je peux essayer ».
Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.